What's up guys, j'espère que vous allez bien, ici Guillaume de Parlons Cash pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on pourrait blockchainiser un registre foncier. C'est parti. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. What color's your bagage? Avant de commencer, vous avez probablement remarqué que l'image est meilleure qu'elle a jamais été sur ma chaîne. C'est grâce à mon frérot Yeni Yuka et à sa compagnie Lucky Goat, qui est une compagnie de production. Donc c'est eux qui vont produire cette vidéo-là. Je les remercie beaucoup. Autre chose que j'aimerais préciser avant de commencer, c'est que j'ai énormément utilisé l'application ChatGPT pour faire le script de cette vidéo-là. Super utile et je vous le recommande. Donc pourquoi est-ce qu'on mettrait sur la blockchain notre registre foncier? C'est simple, la blockchain à la base, c'est un registre. C'est un registre qui sert à déterminer qui possède quoi. Donc ce serait idéal pour notre registre foncier qui, pour ceux qui ne le savent pas, un registre foncier, c'est le document qui dit qui possède quel building, quelle terre, quel terrain immobilier, etc. Donc, il y aurait quoi sur ce fameux registre foncier? Ben, comme je viens de le dire, c'est un registre qui détermine qui possède quoi, mais on pourrait également ajouter un paquet d'informations par rapport aux propriétés, comme le certificat de localisation, toutes les améliorations qui ont été faites sur la propriété. Donc, si quelqu'un fait des rénovations ou des choses comme ça, c'est des informations qu'on peut inclure sur le registre. La propriété a été vendue quand, à combien, par qui, et également, disons, les locataires et combien ils ont payé. Au Québec, par rapport à l'immobilier, on a deux problèmes qui surviennent assez fréquemment. C'est le problème des flips, donc les gens qui achètent des maisons, qui résident dedans moins d'un an, qui font des travaux puis qui les flippent sur leur nom propre et non en tant qu'entreprise pour éviter de payer les taxes et les impôts nécessaires quand tu es une entreprise qui fait ce genre d'activité-là. Donc, blockchainiser le registre pourrait éviter ce genre de manœuvre-là de la part des gens. Et un autre problème qu'on a avec les loyers, c'est des augmentations de loyers illégales. Au Québec, on a un palier, un maximum d'augmentation de loyer possible à chaque année. Donc, si un propriétaire veut faire une augmentation trop élevée qui ne respecte pas cette norme-là, on va le voir tout de suite parce que ça va être sur la blockchain. C'est impossible pour lui de passer outre cette loi-là. En ce moment, étant donné que c'est quelque chose qui est vraiment pas très clair, c'est facile pour un propriétaire d'augmenter son loyer de façon déraisonnable entre deux locataires. Si c'est une nouvelle propriété, quelque chose qui vient d'être construit, on peut tout inclure dessus. Qui est-ce qui l'a fait? Qui était le contracteur? Qui était la compagnie d'électricien? Qui a fait les fondations? On peut inclure toutes ces informations dans le registre pour que si jamais, quand quelqu'un veut acheter la maison, il va avoir toutes les informations disponibles puis ils vont rester là pour toujours. Donc, la quantité d'informations qu'on peut mettre sur la blockchain est seulement limitée à leur pertinence. Si c'est pertinent, ça peut être dessus. Dans le domaine de la blockchain, on utilise souvent le terme « don't trust, verify ». Ne fais pas confiance, vérifie. Donc, si le propriétaire te dit « Ah, ben le loyer était 1000 $ pour mon ancien locataire », tu n'as pas besoin de lui faire confiance. Tu peux aller vérifier. Donc, c'est quelque chose qui fait qu'on a moins besoin de confiance dans tout cet univers qui peut être parfois assez shady, si on peut dire comme ça. Donc, ce serait quoi les avantages de blockchainiser notre registre foncier? Bien, premièrement, c'est la transparence. Toutes les informations sont disponibles et accessibles à tous ou on peut les restreindre à certains parties parce que je sais que des fois, on veut garder certaines informations plus privées ou plus aux initiés, si on peut dire ça, aux gens qui agissent réellement sur le marché puis que ce ne soit pas forcément monsieur, madame, tout le monde qui puisse voir les améliorations que tu as faites sur ta maison puis ce genre de choses-là. Un autre avantage, c'est l'immuabilité, donc le fait qu'on ne peut pas modifier la blockchain. La blockchain est une chaîne de blocs qui ajoute des informations au fur et à mesure. On ne peut pas modifier une information antérieure et on ne peut pas retirer une information antérieure. Donc, encore une fois, pour revenir à l'exemple du propriétaire qui fait une augmentation de loyer déraisonnable, mais il ne peut pas retourner dans le passé pour dire « Ah, ben l'année passée, je chargeais 1500 au lieu de 1000 ». Non, si c'était écrit l'année passée que tu chargeais 1000, ça va être écrit encore que tu chargeais 1000. Tu ne peux pas retourner dans le passé puis changer cette donnée-là. Donc, ça évite la perte et la modification de données. Troisième avantage, ce serait la vitesse. Donc, la vitesse avec laquelle on peut effectuer des transactions immobilières. Des fois, ça peut être long. On doit envoyer de la paperasse. Il y a des longs processus. Si on fait ça sur la blockchain, ça peut éviter beaucoup de déplacements. Et encore une fois, le blockchain fait que c'est un univers où est-ce qu'on n'a pas besoin de faire confiance et on peut tout vérifier.
Donc, ça évite beaucoup de travail à tout ce qui est notaire, etc. Avec la vitesse vient également donc l'économie, donc ça devient plus économique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Dawstagram, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, je parle beaucoup de désintermédiation, donc le fait de retirer les intermédiaires ou de diminuer leur importance pour faire en sorte qu'on soit capable d'interagir de personne à personne puis d'effectuer nos transactions de personne à personne sans avoir besoin d'un third party, un tierce partie pour effectuer nos transactions. Dernier avantage que j'aimerais souligner, c'est la sécurité. La blockchain, c'est de la cryptographie. C'est quelque chose qui est très, très, très difficile à pirater et qui est très, très, très sécuritaire. Donc, vos données sont en sécurité. Ce serait très difficile de vous hacker. Votre titre de propriété serait comme un NFT que vous posséderiez dans votre wallet, donc dans votre portefeuille blockchain. Comment est-ce qu'on se connecte à ce portefeuille-là? Ben encore là, ça dépend si c'est une blockchain centralisée ou décentralisée, mais si on fait une blockchain centralisée contrôlée par le gouvernement, une des façons de faire, ça pourrait être la biométrie. Donc, pour se connecter puis avoir accès à votre portefeuille, ce serait d'utiliser l'iris de votre œil ou encore votre empreinte digitale ou des choses comme ça. Parce que si votre certificat de propriété est un NFT, ben, n'importe qui accède à votre wallet peut transférer votre NFT, donc transférer votre certificat de propriété, donc voler votre propriété. Pour ça, une méthode de sécurité supplémentaire à la biométrie, ce serait un multisig wallet, comme on appelle. C'est quoi un multisig wallet? C'est un wallet qui nécessite plusieurs signatures avant d'effectuer une transaction. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir, exemple, un réseau d'une centaine de notaires et pour pouvoir transférer un titre de propriété, votre portefeuille doit signer la transaction, mais également 2, 3, 4, 5 autres portefeuilles qui sont accrédités par le gouvernement, des notaires valides, vérifiés, doivent également signer la transaction pour qu'elle soit effectuée. Donc, si quelqu'un réussit à se connecter sur votre portefeuille et essaye de vous voler votre titre de propriété, ben non seulement lui doit signer la transaction pour vous faire perdre votre titre de propriété, mais en plus, les notaires doivent signer. Donc, ça devient littéralement impossible de voler une propriété par cette façon. Ça peut être aussi utile pour la gestion des héritages. Donc, si quelqu'un décède, juste le transfert de propriété, ce serait d'un wallet à un autre wallet, le NFT ferait juste bouger. Puis encore là, on parlait de multisig wallet. Donc, est-ce que ça peut être une personne plus 3 notaires pour faire transférer un actif d'un portefeuille à un autre, ou est-ce que ça peut être juste 5 notaires si c'est quelqu'un qui décède? Donc, il y a toute cette réglementation-là, ces processus-là qui sont à mettre en place. Donc, pour l'adoption, qu'est-ce qui nous manquerait pour faire en sorte que ça devienne réalité? Ben, premièrement, c'est des connaissances et des compétences par rapport à ça. Les gens ne comprennent pas le concept de blockchain. Donc, il faudrait faire ce que je fais avec cette vidéo-là, dans un sens de l'éducation. Il faut faire en sorte que les gens comprennent c'est quoi cette technologie, comprennent les avantages, comprennent comment l'utiliser pour que ce soit plus mainstream, plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Donc, il y a beaucoup de travail d'éducation à faire à ce niveau-là, mais je trouve que c'est totalement possible. On peut commencer directement à le faire avec les jeunes dès maintenant, expliquer aux jeunes c'est quoi la blockchain pour que quand ils soient plus âgés et qu'ils vont faire des transactions immobilières, ça va être facile pour eux et très compréhensible. Une autre chose qui serait nécessaire pour l'adoption d'un registre foncier sur la blockchain, c'est de la réglementation. Donc, en ce moment, il n'y a aucune loi, il n'y a rien par rapport à ça, mais on doit développer des lois, on doit développer un cadre réglementaire dans lequel on pourrait transiter nos titres de propriété comme des NFT. Une des lois puis des choses à mettre en place, ça pourrait être les multisig wallets avec un réseau de notaires qui doivent signer les transactions. Je n'ai pas expliqué ça. Quand on doit signer une transaction, c'est pas signer comme je prends un crayon puis je signe. C'est simplement quelques clics via un wallet, via un portefeuille en ligne. C'est quelque chose qui peut se faire en quelques secondes. Donc, encore une fois, vitesse d'exécution et coût d'exécution diminué parce que leur travail, c'est clic, clic, clic. C'est très, très, très facile à faire. Dernière chose qui serait nécessaire à l'adoption, ce serait le développement d'infrastructures. Donc, créer un site web, créer les wallets, créer les accès biométriques, créer les multisigs. Je veux dire, il y a beaucoup de travail à faire pour mettre en place les systèmes nécessaires à l'exécution de cette tâche, mais quand même, c'est faisable, c'est réalisable. Il y a quelques années, j'ai vu un article comme quoi au Québec, il allait essayer de mettre en place des registres pour 2025 sur la blockchain. Je n'ai pas vu de nouvelles sur comment le projet a avancé, mais je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dessus. Donc, est-ce que ça va arriver bientôt? Est-ce que ça va arriver dans 5, 10, 15 ans? Fort probablement. Je pense même qu'il y a déjà des gens très intelligents qui sont en train de travailler sur le sujet. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir
suivre avec attention. Dernière chose, mais je vais en parler très rapidement parce que je voudrais faire une vidéo complète là-dessus, ce serait la différence entre une blockchain publique et une blockchain privée. Une blockchain publique, c'est comme la blockchain du Bitcoin qui est distribuée, donc qui est sur des millions d'ordinateurs à travers le monde, que la copie de ce registre-là existe partout et que n'importe qui peut télécharger sa copie du registre et faire partie du réseau. Une blockchain centralisée qui serait dans un sens contrôlée par le gouvernement, ben le registre en tant que tel serait uniquement sur des data centers, des serveurs qui sont contrôlés par le gouvernement. Donc moi, je vois un petit peu ça, la différence entre une blockchain centralisée et décentralisée comme l'Internet et les intranets d'entreprise. L'Internet, ben, tout le monde peut se connecter à l'Internet. Les intranets sont réservés aux gens qui ont développé cet intranet dans les entreprises et ce genre de choses-là. Donc c'est ça la petite distinction à faire rapidement. Je vais faire une vidéo comme j'ai dit, complète pour expliquer ça. Mais en gros, c'est qui contrôle, gouvernement ou peuple. Personnellement, je suis beaucoup plus favorable aux blockchains décentralisées, mais ce genre de projet-là peut très bien se faire sur une blockchain centralisée contrôlée par le gouvernement, étant donné l'importance et l'enjeu que représente un titre de propriété de biens immobiliers. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aurait aidé à comprendre comment et pourquoi on pourrait mettre notre registre foncier sur la blockchain. Donc, les avantages que ce serait la transparence, l'immuabilité, la vitesse d'exécution des transactions, l'économie qu'on pourrait faire par rapport à ça et la sécurité que tout ça comprend. Et comment on pourrait le faire? L'éducation des gens pour que les gens comprennent et soient capables d'utiliser ce registre, le développement des plateformes nécessaires à l'utilisation et au transfert de titres de propriété. Donc, gardons un œil là-dessus. C'est quelque chose qui va être très intéressant, qui est en développement en ce moment, comme j'ai dit, qui va continuer de se développer au fil des années. Donc, that's it, guys. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, des questions. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur la page Parlons Cash. Vous pouvez m'envoyer des questions là. Il y a plus de chances que je réponde sur Instagram que sur YouTube. Donc, that's it. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Ciao, guys. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Well, what color's your baguette?